c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes lectures. Alors ça fait très longtemps que je ne vous ai pas présenté mes dernières lectures. La dernière vidéo qui correspondait un petit peu, c'était celle qui vous présentait mes meilleures lectures de l'année 2019. Mais depuis j'ai énormément lu. Alors je me posais la question de savoir de quel livre je vous parle. Est-ce que je ne vous parle que de mes coups de cœur ou est-ce que je vous parle de tous? Ça m'embêtait de ne vous parler que de mes coups de cœur. Tout simplement parce que en vieillissant j'ai de moins en moins vraiment de lectures coup de cœur. Je deviens de plus en plus exigeante, donc c'est pas du tout représentatif de toutes les lectures que je peux faire. Alors j'ai décidé de vous parler de tout à partir du mois de janvier. Préparez-vous, allez chercher un thé, un café, du popcorn, ce que vous voulez, mais ça va être assez long. Je ne vais pas vous parler de tout ce que j'ai lu depuis le mois de janvier, jusque là nous sommes le 23 avril. Mais en revanche, à partir de maintenant, je vais essayer de vous faire chaque mois une vidéo un petit peu bilan de mes lectures du mois. Donc pour rattraper un petit peu ce retard, aujourd'hui je vais vous parler des lectures que j'ai faites au mois de janvier. Et j'y ajoute également les 3 lectures du mois de février, puisqu'au mois de février j'ai très peu lu. Nous avons déménagé, j'ai changé de travail, bref, c'était pas un mois propice à la lecture. Donc je mets ces 3 lectures en même temps que le mois de janvier. Et c'est parti. Une lecture très hivernale, c'est la première que j'ai faite au mois de janvier. Il s'agit d'Esprit d'hiver de Laura Kasischke aux éditions du Livre de Poche. C'est un huis clos qui se passe en plein hiver, exactement le jour de Noël, le 25 décembre, dans une petite ville des États-Unis, je ne sais plus exactement où. Et dans cette maison, coincée par la tempête de neige qui fait rage à l'extérieur, on découvre une mère, Holly, et sa fille Tatiana, qui a 13 ou 14 ans. Depuis quelques temps déjà, la mère et la fille sont en crise, il y a énormément de disputes, de conflits, et alors là, cette journée du 25 décembre, cette journée de Noël, ça va être un petit peu l'apothéose. Déjà, cette journée commençait assez mal, puisque alors que Holly est habituellement quelqu'un de très organisé, la mère Holly, de très organisé et de très carré, elle va se réveiller beaucoup plus tard qu'il ne le fallait, et elle sent comme un malaise, et elle est persuadée en son fort intérieur qu'elle est en danger, que sa fille et elle sont en danger, et que ce danger vient de Sibérie. Alors pourquoi la Sibérie? Parce qu'en fait on le comprend au fil des pages, Tatiana, l'adolescente, a été adoptée 12 ou 13 ans plus tôt en Sibérie. Les parents, et notamment Holly, vont sentir quelque chose d'un petit peu étrange, vont percevoir quelque chose d'un petit peu bizarre chez cette petite fille, et c'est décuplé en ce 25 décembre, 13 ans plus tard. On comprend assez vite, ça va se terminer par un drame. J'avoue que dès la page 70, j'avais plus ou moins compris comment ça allait se terminer, mais je n'avais pas compris le pourquoi du comment et le cheminement jusque-là. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant là-dedans. C'est cette atmosphère assez oppressante, glauque du huis clos, et l'évolution de la psychologie de la mère, puisqu'on suit surtout son point de vue à elle. C'est un point de vue externe, mais quand même vraiment très zoomé sur le personnage de Holly. Et voilà, on voit son évolution, les souvenirs qui arrivent petit à petit, on comprend, ça se met en place, bref, je peux pas vous en dire plus, mais moi j'ai trouvé que c'était efficace. C'est un livre qui a reçu le Grand Prix des lectrices de Elle en 2014, donc ça commence à dater un petit peu, mais je trouve qu'il le mérite. En tout cas pour moi ça a vraiment fonctionné, et je trouve que c'est une lecture plutôt sympa pour le prochain Cold Winter Challenge. Je continue par un comics, le 3e tome de Royal City de Jeff Lemire, aux éditions Urban Comics, collection Indies. 3e tome qui s'appelle On flotte tous en bas. C'est le 3e et dernier tome d'une trilogie que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous résumer ce 3e tome parce que ça serait vous spoiler, je vais plutôt essayer de vous parler du premier opus, enfin en tout cas de vous expliquer un petit peu de quoi ça parle. En fait on suit une famille qui est plutôt dysfonctionnelle, plutôt même beaucoup dysfonctionnelle, une famille américaine, je sais plus combien il y a d'enfants, à la base 3 garçons, une fille je crois. Donc c'est ça, 3 garçons et une fille dans cette famille américaine. Le plus jeune des garçons meurt, on ne sait pas trop comment au début, enfin on va avoir toutes les pièces du puzzle qui se mettent en place au fil du temps. Et en fait cette mort va complètement briser la famille, et on va découvrir que le fantôme ou le souvenir de ce frère vient hanter chaque membre de la famille, et c'est comme ça qu'on découvre un petit peu les personnalités de chacun. J'ai beaucoup aimé le coup de crayon qui est assez particulier, la colorisation, c'est un truc un petit peu étrange mais moi j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien, et j'ai vraiment
beaucoup aimé les portraits de ces personnages de cette famille dysfonctionnelle. Donc c'est court, c'est en 3 tomes, c'est terminé et je vous conseille si vous avez l'occasion. Je continue avec les 2 tomes du manga Shirley de Kao Mori aux éditions Kiyun que je ne peux pas vous montrer puisque je les avais empruntés dans la médiathèque où je travaillais avant. Ces 2 tomes correspondent plutôt à des petits recueils d'épisodes du quotidien de l'héroïne Shirley, qui est une petite bonne toute jeune qui est adolescente et qui est engagée dans le Londres de la fin du 19e siècle si je ne dis pas de bêtises. Et donc chaque petit chapitre correspond à une petite aventure du quotidien de la petite Shirley et des personnages qui gravitent autour d'elle. C'est une œuvre de jeunesse de la mangaka Kao Mori que vous connaissez surtout pour ses mangas Bright Stories et Emma, 2 mangas que j'ai énormément aimés. Là, j'avoue que je suis un petit peu déçue par cette œuvre de jeunesse. Alors bon bah voilà, il faut bien faire ses premiers pas quelque part. Je conseillerais ces 2 tomes de manga plutôt pour les grands fans de Kao Mori. Pour ma part, même si j'aime les autres œuvres de Kao Mori, j'achèterai pas ces 2 mangas qui me laissent pas un souvenir impérissable. Je continue avec Une éducation de Tara Westover aux éditions J.C. Lattès. Comme vous pouvez le constater, je varie entre roman et graphique parce que tout simplement pendant mes mois de lecture je varie entre des romans et des lectures graphiques. J'aime bien varier un petit peu les plaisirs, donc là ça correspond globalement à mes lectures dans un ordre chronologique. Bref, pour revenir à Une éducation, c'est mon premier gros coup de cœur de l'année 2020. Il s'agit plus d'un récit autobiographique qu'un roman à proprement parler, même si ça a la forme d'un roman et que c'est certainement plus ou moins pas romancé parce que je pense pas que les faits soient inventés, hein, c'est vraiment basé sur une histoire réelle, mais c'est un petit peu enrobé. Tara Westover raconte son histoire. C'est une jeune fille qui est née dans l'Idaho dans les années 80 et qui est née dans une famille un petit peu particulière. C'est la dernière d'une fratrie de 7 enfants et son père est un homme paranoïaque, survivaliste et adepte du grand complot. En tout cas, il supporte pas le gouvernement américain. La mère, elle, est une femme plutôt très soumise. Le seul droit qu'elle a à la maison, globalement, c'est de s'occuper de ses enfants et d'aller ramasser des plantes, cueillir des plantes. Elle a un petit peu une formation d'herboriste et de sage-femme. J'ai oublié de vous dire, et c'est assez important, c'est une famille de confession mormone, mais confession mormone extrémiste, puisque le père lui-même dit que les autres mormons ne sont pas assez bien. Bref, Tara naît et grandit dans cet environnement. Elle n'a pas été reconnue à l'état civil, donc elle n'existe pas aux yeux de la loi, n'a jamais mis un pied à l'école et elle n'a jamais vu un seul médecin puisque le père l'interdit formellement. C'est d'ailleurs assez problématique puisque plusieurs fois dans les souvenirs de Tara, on découvre des accidents de voiture, on découvre des accidents domestiques, mais comme le père interdit tout passage à l'hôpital ou tout passage chez le médecin, s'en suivent des scènes assez compliquées. Pour moi, il y a une certaine maltraitance psychologique et physique, pas des coups, mais le fait que justement les enfants n'aient pas accès à des soins, voilà, pour moi c'est de la maltraitance parentale. Je me souviens très bien de l'exemple de cet accident assez grave de la route, qui ne peut surtout pas être déclaré à l'assurance puisqu'ils ne sont pas assurés, pour ne surtout pas être découvert par le gouvernement. Et la mère a une énorme commotion cérébrale, en tout cas on le comprend grâce aux descriptions de Tara. Elle a une énorme bosse, un bleu qui enfle, elle perd la vue, elle a des migraines énormes, mais voilà, le père interdit d'aller à l'hôpital, donc la mère va subir des séquelles pendant des mois et des années à cause de ça. Une autre scène qui m'a beaucoup marquée, c'est un des frères aînés de Tara qui se fait brûler au 2e ou 3e degré, la jambe je crois, et voilà, la seule médecine autorisée par le père, ce sont les plantes et les onguents créés, fabriqués par la mère. Tara grandit là-dedans et on pourrait croire qu'elle va suivre le même chemin que ses parents, que ses frères et sœurs.
Et non, Tara a une certaine curiosité intellectuelle. Grâce à un de ses frères qui lui aussi a une certaine curiosité, elle va découvrir la musique. Et elle va se rendre compte, grâce à ça, que le monde finalement autour d'elle est plus large et plus riche que ce qu'elle peut vivre dans cette petite maison isolée dans la montagne de l'Idaho. Par elle-même, elle va avoir envie de faire un pas vers l'extérieur. Elle va comprendre également, et c'est assez triste, qu'elle est complètement en marge de la société, qu'elle n'est pas du tout adaptée à cette société, elle ne comprend pas du tout le comportement des jeunes de son âge, même les autres jeunes de la communauté mormone, ces jeunes filles qui portent des jupes qui sont trop courtes, les mères qui travaillent, enfin bon bref, tout ça c'est quelque chose qu'elle va devoir réapprendre petit à petit, c'est très compliqué, et c'est surtout très compliqué parce qu'elle a une partie d'elle qui a envie de sortir de cet embrigadement, j'ai presque envie de dire, de cet endoctrinement parental très fort, et en même temps, sa famille, cette fratrie de 7 enfants et des 2 parents, c'est la seule chose qu'elle connaît, et c'est son monde à elle, c'est sa maison, c'est ce qui la rassure. Elle aime ses parents, elle aime ses frères et sœurs, même si elle se rend compte qu'il y a beaucoup de choses problématiques, notamment avec un de ses frères aînés qui est très violent et qui la violente très fréquemment, et de plus en plus les années vont passer. Voilà, c'est toujours ce choix cornélien entre l'extérieur, la vie qu'elle peut avoir et ce que ses parents, ce que sa famille lui apporte, ce côté rassurant. Est-ce qu'on est obligé de suivre la voie tracée par sa famille ou est-ce qu'on peut suivre sa propre voie? C'est un petit peu ce qu'on nous raconte là-dedans. Et Tara est une jeune fille hyper courageuse qui va s'en sortir. Je ne vous spoil pas, hein, mais c'est connu dès la 4e de couverture. À l'adolescence, elle va elle-même rattraper tout son retard scolaire. Elle va réussir à entrer à l'université, elle va réussir à passer des diplômes. Elle va avoir une thèse dans je ne sais plus quel domaine, mais voilà, tout ça grâce à sa volonté, grâce à sa détermination, alors qu'elle vivait dans un environnement qui n'était pas du tout propice à ça. Et elle nous raconte tout ça. C'est très émouvant, c'est très bien raconté. Je trouve que c'est plein d'espoir. Moi, ça m'a donné envie de me dépasser encore plus, quoi. Je vous conseille aussi d'aller écouter des interviews de Tara, qui est passée dans plusieurs émissions américaines où elle est interviewée. Elle raconte un petit peu sa vie et voilà, c'est assez passionnant et encore une fois très émouvant et très inspirant. Je continue et ce sera beaucoup plus rapide avec le premier tome du manga Les Chaventures de Tai et Mamisu par Konami Kanata aux éditions Nobi Nobi. Là encore, je ne vous le montre pas puisque je l'avais emprunté dans la médiathèque où je travaillais avant. Konami Kanata, c'est celle qui a créé le manga, le célèbre manga Chi, une vie de chat. Donc là, c'est un petit peu le même principe. On va suivre les aventures, les chaventures de 2 chats. C'est tout mignon, c'est dans la même veine que Chi, une vie de chat. Mais justement, c'est tellement dans la même veine que Chi que j'ai pas trouvé que ça avait un intérêt fou. Ça révolutionne pas le manga autour des chats. Les dessins sont sensiblement les mêmes. C'est en couleur, donc c'est joli, c'est coloré, c'est mignon et ça plaira aux plus jeunes. Mais voilà, en tout cas dans ce premier tome, il n'y a rien qui m'a semblé très original et qui m'a donné envie de continuer. Donc si vous avez envie de lire une histoire de chat, moi je pense qu'il faut vraiment plutôt se tourner vers Chi qui est devenu un classique. Celui-là, à mon avis, est plutôt dispensable. Encore un titre graphique que je ne peux pas vous montrer puisque je l'avais emprunté. Il s'agit du tome 4 du Loup en slip, toujours par Lupano et Koei et toujours aux éditions d'Argo. Alors je vous montre le tome 1. C'est dans l'univers des vieux fourneaux, que vous connaissez peut-être puisqu'il y a eu une adaptation en film, qui apparemment n'est pas très bonne, mais je ne l'ai pas vue. J'adore les vieux fourneaux. Et j'adore le loup en slip. Les vieux fourneaux, c'est vraiment un format BD. Le loup en slip, c'est plus un format album en fait. Mais bon, c'est plus pour les adultes que pour les enfants, puisqu'il y a des messages, à mon avis, d'actualité qui parleront plus aux adultes qu'aux enfants. On suit les aventures du loup, et dans le tome 4, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros, le loup a de l'argent, sauf qu'il travaille pas. Donc c'est très très louche pour les habitants de la forêt, notamment pour les forces de l'ordre. Il y a ce petit côté, le loup fout rien de la journée, donc on comprend pas pourquoi il a des aides sociales, pourquoi il a de l'argent, d'où ça vient, c'est un voleur, il vit au crochet de la société, bref, ce genre de message. Lupano et Koei ont fait ce tome-là et les précédents pour dénoncer des messages un petit peu toxiques qu'on peut avoir. Ça, c'était les croquettes du distributeur du chat qui descend de son canapé, voilà, pour aller manger ses croquettes.
Je continue encore une fois avec un livre que je ne peux pas vous montrer puisque je l'avais emprunté. Il s'agit du Bal des Folles de Victoria Mass aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui a eu énormément de succès, qui a beaucoup fait parler de lui puisqu'il a reçu le prix Renaudot des lycéens en 2019. Il est sorti il y a quelques mois, en 2019. Alors j'étais très curieuse de le lire puisque la thématique m'inspirait, me parlait énormément. Et pour tout avouer, je suis un petit peu déçue par cette lecture. Ça se passe à la fin du 19e siècle en France et on va surtout suivre le destin de 3 femmes qui ont en commun le fait qu'elles vivent plus ou moins contre leur gré dans l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, qui était alors tenu par le professeur Charcot, qui est plutôt connu pour ses expériences d'hypnose sur ses patientes. On va avoir une jeune adolescente qui a été violée par son oncle et qui est placée donc dans cet hôpital. On a une jeune femme un peu plus âgée qui elle vient d'une famille très respectable, très bourgeoise, mais qui est placée là par son père puisque elle a osé avouer à sa famille qu'elle avait des contacts un petit peu beaucoup surnaturels avec des esprits. Une déclaration qui est très gênante pour cette famille bourgeoise. Et la troisième femme qu'on va suivre est une femme plus âgée qui est infirmière, elle, dans cet hôpital, et donc qui est là vraiment de son plein gré. Elle est là parce qu'elle croit énormément, en tout cas au début de ce livre, aux expériences menées par Charcot. Donc les expériences qui étaient menées étaient des expériences d'hypnose, plutôt des expériences donc neurologiques on va dire, puisque ces jeunes femmes, on pensait qu'elles souffraient d'hystérie, et donc pour les soigner, on les traitait par de l'hypnose. Et ces séances avaient de particulier qu'elles étaient faites en public. Il y avait énormément de gens qui venaient voir ça, surtout des hommes qui se régalaient un petit peu du spectacle, qui était à la limite entre l'expérience scientifique et le spectacle limite érotique quand même, donc ça faisait vraiment bander les gens qui étaient dans le public. Et finalement, ces pauvres femmes n'étaient plus vraiment des patientes, mais plus des bêtes de foire qu'on utilisait un petit peu comme des poupées désarticulées qui avaient quasiment aucune conscience de ce qui se passait, qui n'étaient pas consentantes du tout, bref, une horreur. Et on le découvre dans ce roman. J'ai aimé le fait que Victoria Mass revienne sur cette histoire réelle, sur ces faits réels, qu'elle dénonce ça. Ce que j'ai moins aimé, c'est que le roman est très court. Je crois qu'il fait à peine 300 pages. On suit 3 destins différents, avec des thématiques qui sont quand même très importantes. Et finalement, c'est hyper bref, pas du tout développé, on reste vraiment en surface. Et c'est super dommage, parce qu'il y avait de quoi faire quelque chose d'hyper intense, d'hyper émouvant. Et finalement, comme on reste en surface, je suis restée assez extérieure à cette histoire, et donc c'est la déception parce que j'avais vraiment envie d'adorer ce roman, mais encore une fois je salue le choix de cette thématique qui est portée au grand public, donc pour ça vraiment c'est chouette. Dommage que ça a été traité aussi brièvement. Après c'est un premier roman, donc voilà, ça a les défauts d'un premier roman j'imagine. Sur une thématique un petit peu proche, j'ai repéré La salle de bal de Hannah Hope, qui est un roman anglais je crois, enfin en tout cas c'est de la littérature étrangère, qui est sorti en 2018 ou 2019 et qui me semble un petit peu plus développé, qui va un petit peu plus en profondeur, j'ai l'impression. Je le lirai très bientôt, c'est un livre que j'ai repéré, peut-être que je me l'offrirai quand on pourra sortir de chez nous, aller en librairie, etc. Bref, il est dans ma ligne de mire et j'espère qu'il me plaira, en tout cas la thématique assez proche m'interpelle énormément. Un livre plutôt documentaire qui s'appelle Cérémonie autour des saisons de Jennifer Cole. C'est donc un ouvrage documentaire qui revient sur les cérémonies autour des saisons dans l'année. J'aimais l'idée de base, ça m'intéressait beaucoup de voir toutes les cérémonies un petit peu païennes qu'il peut y avoir au fil de l'année. En fait je dis païenne mais pas du tout, et c'est un petit peu le problème de ce livre, c'est qu'il essaye de traiter de toutes les cérémonies et de tous les jours un petit peu de fête qu'il peut y avoir dans le calendrier. Et donc c'est un énorme fourre-tout, puisqu'on va effectivement avoir des cérémonies
païenne occidentale, des cérémonies religieuses hindouistes par exemple, des cérémonies religieuses chrétiennes, juives, etc. Donc c'est un bordel pas possible. Et au final, à vouloir traiter un petit peu de tout, j'ai l'impression qu'on ne traite de rien en profondeur. Alors après, c'était pas le but de traiter effectivement de tout en profondeur, mais c'est tellement fourre-tout que c'en est brouillon et c'est pas clair du tout. Donc voilà, j'ai été déçue par cet ouvrage documentaire, j'ai fini par le feuilleter plus que par le lire puisque j'en retenais pas grand chose. Le seul point positif à mon avis c'est que il est très très joli à feuilleter, visuellement c'est très beau, graphiquement il est bien élaboré, il y a des jolies illustrations, des photos, des dessins, voilà, donc pour ça il est joli, mais sinon pour le reste, bof, pas hyper emballé. Pense et les plis du monde de Jérémy Moreau aux éditions Delcourt. Là c'est un de mes premiers gros coups de cœur graphiques de l'année 2020. Je l'avais emprunté mais heureusement Monsieur Loup l'a dans sa bibliothèque donc je peux vous le montrer et je pourrais même le relire à l'occasion si j'en ai envie. Alors ça se passe à la préhistoire. On va suivre Pense, qui est peu aimé par son clan, et c'est peu de le dire, puisqu'il fait partie d'un clan de chasseurs-cueilleurs, mais que lui Pense, son quotidien c'est de penser, d'observer le monde autour de lui, et pas du tout d'aller chasser les animaux. Il sait pas trop se rendre utile apparemment, en tout cas c'est ce que pense le reste de son clan. Donc il va être rejeté, il va être banni et il va devoir survivre seul dans un environnement qui est complètement hostile. Je pense qu'à l'époque, si vous ne viviez pas dans un clan, vous étiez une proie très 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 facile pour tous les dangers, pour tous les animaux qu'il pouvait y avoir autour. Donc Pense à très très peu de chances de survie. Mais finalement, justement, grâce à son observation du monde qui l'entoure, il va développer certaines théories et ça va être les prémices un petit peu de la sédentarisation. J'ai beaucoup aimé les conceptions et justement les théories qui sont abordées là-dedans, notamment la théorie des plis du monde que je ne connaissais pas du tout et que je trouve qui est assez séduisante, en tout cas moi elle m'a beaucoup plu. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Je peux quand même vous avouer qu'au début j'étais pas hyper fan des dessins. C'est pas forcément ce qui m'attirait le plus. En revanche, j'étais déjà très très fan des couleurs utilisées. Ce sont des teintes que j'aime beaucoup et effectivement, tout au long de ce roman graphique, j'ai vraiment adoré la colorisation et petit à petit, j'ai apprécié également le coup de crayon. Je trouve que c'est assez cohérent avec l'histoire, enfin en tout cas, ça se marie bien ensemble. Bref, pour moi c'est une totale réussite et je le relirai avec grand plaisir. On repasse côté roman avec un tome 2, le tome 2 des Sœurs Carmine de Ariel Holzel, aux éditions Nemos, collection Naos, deuxième tome qui s'appelle Belle de Gris. Ça a été une déception. Et j'en suis la première déçue puisque j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je pense pas que c'était un coup de cœur, mais j'avais beaucoup apprécié l'univers mis en place par l'auteur et surtout sa plume, pleine de cynisme, d'humour, de références. Là, ça l'a pas fait. Mais je pense que ça vient surtout de l'héroïne que l'on va suivre dans ce deuxième tome, puisque pour vous rappeler un petit peu le concept de cette trilogie, c'est que un tome par personnage. On suit les sœurs Carmine qui sont 3 sœurs, et donc chaque tome revient sur l'aventure entre guillemets d'une des sœurs. Le premier tome revenait sur l'aventure de Mary, la sœur du milieu, et là, Belle de Gris, ce deuxième tome revient sur l'aventure de Tristabelle qui est la sœur aînée. Et ben moi Tristabelle, contrairement à beaucoup de lecteurs, je l'ai pas appréciée. Alors, je pense que les lecteurs, lectrices adorent la détester, mais moi j'ai pas adoré la détester, elle m'a saoulée tout le long du roman. C'est trop. Ce que j'ai pas aimé non plus et que j'ai trouvé particulièrement ridicule au début du roman, c'est que elle parle à des voix dans sa tête. Alors je temporise un petit peu tout ça parce que effectivement au cours du roman on va avoir une explication à ce côté trop froid et à ces dialogues avec les voix dans sa tête. Donc cette explication me fait temporiser un petit peu ça puisque c'est crédible et ok, je comprends pourquoi. Mais mine de rien, même si j'ai un peu plus compris cette héroïne, je l'ai pas plus appréciée que ça, je l'ai pas trouvée attachante, et comme j'ai pas d'atome crochu avec l'héroïne, et j'ai pas trop
accroché avec son histoire. Et pour tout vous avouer, je ne me souviens absolument pas de l'intrigue. À part que peut-être il y a un enquêteur qui la suit comme son ombre, puisque Tristabel va être liée à une affaire de meurtre. Enfin, à chaque fois qu'il va y avoir des morts, elle va pas être loin en fait, donc il y a un enquêteur qui va la suivre. Et si, quand même, grosse priorité de Tristabel, elle a envie absolument d'assister à un bal qui est organisé par la reine, je crois. Et donc elle va tout faire pour avoir une invitation. Bon, là je suis assez catégorique en disant que j'ai pas aimé et tout, il y a quand même des choses positives dans cette histoire, toujours la plume d'Ariel Holz qui est toujours incisive, de l'ironie, etc. Donc ça c'est toujours positif. Mais par contre niveau univers, je trouve qu'on en voit moins là-dedans, puisque Tristabel prend tellement toute la place dans cette histoire que finalement on en oublie un petit peu tout le reste, tout l'univers qui était présenté et qui avait l'air quand même assez riche dans le premier tome. Finalement on n'en apprend pas grand chose de plus là-dedans, puisque ce personnage exubérant prend toute la place. Et encore une fois, comme j'ai pas trop apprécié ce personnage, forcément j'ai pas trop apprécié tout le reste. Monsieur Lou me fait remarquer très justement que j'ai utilisé plein de fois le mot temporiser dans cette chronique, ce qui ne veut absolument rien dire, c'était le mot tempéré que je voulais dire. Voilà, petit erratum, petit disclaimer, toutes mes excuses. Voilà, mais je pense que c'est pas la première fois que je fais l'erreur en plus, hein. Voilà, donc tempérer, pas temporiser. Maintenant quand j'aurai envie de le dire, je penserai à ça, je dirais bien tempérer. En gros c'est atténuer un petit peu, c'est ça que je voulais dire, atténuer mon avis très négatif pour que ce soit un petit peu plus équilibré. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Alors on repasse à deux mangas. Les tomes 1 et 2 du manga Créatures Fantastiques de Kazuya, et aux éditions, j'ai oublié de marquer l'éditeur. Deux tomes que j'ai trouvé plutôt mignons, j'ai bien aimé. Pas au point d'avoir envie de les acheter pour les avoir dans ma bibliothèque, mais au point d'avoir envie de lire la suite si un jour j'ai l'occasion de les lire. On se retrouve dans un monde où la magie disparaît petit à petit au profit de la science, et on va suivre une jeune fille, une petite fille même, qui s'appelle, je l'ai noté, Ziska, qui elle est descendante d'une lignée de mages, donc elle possède quelques pouvoirs magiques encore, et elle est devenue apprentie vétérinaire auprès d'un vétérinaire qui lui ne connaît que la science pure et dure. Grâce justement à la magie qui reste en elle et son apprentissage vétérinaire, elle va pouvoir allier les deux pour soigner, sauver des créatures qui ont besoin d'elle, et notamment des créatures fantastiques qui n'ont pas disparu de la surface de la Terre, mais comme la magie a plus ou moins disparu de l'esprit des gens, les créatures fantastiques, on les connaît de moins en moins dans ce monde-là, et donc on ne sait plus ce que c'est et on ne sait plus les soigner. Donc Ziska et son maître d'apprentissage vont rencontrer à travers des chapitres différents des créatures fantastiques différentes, vont nous les présenter par la même occasion et vont réussir à les sauver, à les soigner. Donc c'est plutôt mignon parce qu'il y a certaines créatures qui sont vraiment toutes mignonnes, d'autres un petit peu moins. Plutôt intéressant puisque le monde qui est mis en place, je trouve qu'il tient plutôt bien la route. On n'a pas encore énormément de détails, mais voilà, c'est plutôt agréable, appréciable. Les dessins sont plutôt sympas, il y a même quelques créatures fantastiques qui sont super jolies, super bien dessinées. Pas forcément un fil rouge, une intrigue qui se suit, mais plutôt des chapitres qui sont collés les uns aux autres et dans lesquels on va découvrir des créatures fantastiques différentes à chaque fois. Mignon. Si vous avez l'occasion, allez-y, c'est toujours sympa. Un manga, cette fois, que je peux vous montrer, alors je l'avais emprunté pour le lire, mais Monsieur Lou a les 5 tomes qui ont été publiés pour le moment. Voilà les 5 tomes. Donc moi je n'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais j'ai l'occasion de pouvoir lire la suite dès que j'en aurai le temps et l'envie, donc ça c'est plutôt cool. Et ça s'appelle Somali et l'esprit de la forêt, c'est de Yako Gurechi et c'est aux éditions Komiku. Encore une fois un monde un petit peu fantasy, puisque dans ce monde-là, les humains ont disparu ou se cachent. Et on va rencontrer une petite fille humaine, justement, qui va être aidée dans sa recherche de sa famille, je crois, si je me souviens bien, par une créature qui n'a rien d'humain, justement. Ça m'a beaucoup fait penser au début au duo qui est formé par l'enfant et le maudit dans le manga du même nom. Manga qui... j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. J'ai lu les 6 ou 7 premiers tomes, 6 je crois, qui ont été publiés en France, et autant ça a un côté hyper intriguant,
mais j'arrive pas à dire si j'aime ou pas. C'est très très noir et on sait pas trop où l'auteur ou le ou la mangaka veut en venir. Là c'est beaucoup plus mignon, je trouve, que glauque quand même. Après j'ai lu que le premier tome qui reste finalement assez introductif. On découvre pas grand chose, on parcourt un petit peu l'univers, on se déplace. La petite fille doit se cacher, donc elle arbore des déguisements parce qu'il faut surtout pas que les autres créatures repèrent qu'elle est humaine. Et donc elle est aidée par cette créature là qui a pas l'air franchement sympathique au premier abord, mais qui a priori est plutôt sympa. Voilà. Donc j'en sais pas bien plus, je sais pas trop où on va, mais j'ai trouvé ça mignon et je suis assez curieuse de découvrir la suite, ce que je ne manquerai pas de faire dans les prochaines semaines. On reprend avec un roman qui s'appelle Là où chantent les écrevisses de Delia Owens aux éditions Seuil. C'est clairement mon deuxième coup de cœur, en tout cas romanesque, de ce début de l'année 2020. J'ai adoré cette lecture que je vous conseille très 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 fortement. On découvre Kia, une petite fille qui vit dans des marais fictifs de la Caroline du Nord, donc aux États-Unis. Cette petite Kia, elle n'est pas née dans un environnement très heureux. Elle est née dans une famille qu'on découvre plutôt pauvre, qui vivent dans une cabane au milieu du marais. Et dès le premier chapitre, enfin non, pas dès le premier chapitre, dès le deuxième chapitre, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Dès le deuxième chapitre, on voit la mère de Kia qui fait ses bagages, qui prend sa valise et qui s'éloigne sur le chemin sans se retourner, qui abandonne Kia, la petite dernière de la fratrie, Jody, un de ses fils, et le père. Puisque on l'apprend, les autres enfants qu'elle a pu avoir, les frères et sœurs aînés de Kia et Jody, s'en sont déjà allés vers d'autres horizons. Donc Kia n'a plus avec elle dans la cabane que Jody et son père. Très vite, Jody, le frère de qui elle est très très proche, lui aussi fait ses bagages et s'en va. Il l'abandonne. Elle reste donc seule avec son père qui boit de plus en plus, donc alcoolique. Et cette petite fille, à ce moment-là, elle a 7-8 ans. Donc elle va devoir apprendre à vivre seule avec ce père, et finalement à vivre seule quasiment tout court, puisqu'elle n'est pas du tout aidée par ce papa. Elle va arpenter les marais pieds nus, elle va découvrir les animaux, son environnement, elle va se familiariser avec ça. Il y a quand même une petite accalmie dans ces années-là, puisque son père va arrêter de boire, et donc le duo qu'ils vont former tous les deux va plutôt bien fonctionner. Elle va avoir quelques mois quand même de relatif bonheur. Ça va plutôt bien se passer. Et puis un beau jour, elle reçoit une lettre de sa mère. Elle n'a même pas le temps de la lire. C'est le père qui la lit. Et il entre dans une rage folle. Et il reprend la boisson encore plus qu'avant. Finalement, le père s'en va également. Et Kia se retrouve complètement seule. Elle a 10 ans, au cœur du marais, dans cette cabane, est complètement livrée à elle-même, orpheline. Tous les membres de sa famille l'ont abandonnée petit à petit. Alors je vous disais que en fait non, il y avait un premier chapitre qui est en fait un prologue, je vous en ai pas encore parlé. Prologue qui se passe en 1969. Et c'est important que je vous en parle puisque ça va participer à la construction de toute la narration de ce roman. Donc en 1969, dans ce prologue, on découvre un cadavre au cœur du marais. Le cadavre, on va le découvrir, d'un homme, je ne sais plus, trentenaire je crois, qui est très 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 apprécié de la communauté de la petite ville qu'il y a à côté du marais. Le chapitre suivant, que je viens de vous décrire avant, se passe en 1952, et donc c'est la découverte de Kia et de sa famille qu'il abandonne petit à petit. Vous allez me dire quel est le rapport entre ce prologue qui se passe en 1969 et les chapitres dédiés à Kia qui se déroulent au début en 1952. Et bien en fait, petit à petit, l'étau va se resserrer, on va voir Kia qui va grandir, donc les années vont passer et vont se rapprocher petit à petit de cette année 1969, et on va comprendre qu'effectivement, évidemment, les deux affaires sont liées, la vie de Kia et ce cadavre qui a été découvert au cœur du marais. Kia, c'est une jeune fille qui est passionnante à suivre, et son histoire est hyper émouvante. C'est un roman qui est hyper immersif, on se retrouve parfaitement dans le marais,
Quand je tournais les pages, j'avais vraiment l'impression d'y être avec les parfums du marais, le bruit de l'eau, des vagues qui sont pas très très loin, les grenouilles qui chantent, les vers luisants. Voilà, même le parfum de tous les petits plats que Kiya se confectionne sur le vieux poêle de ses parents, dans la petite cabane, voilà, je voyais, je sentais, j'entendais tout ce qui se passait dans le marais et je trouve ça super agréable parce que dès que je reprenais cette lecture, voilà, j'étais propulsée dans un univers complètement différent de là où je vis actuellement et ça m'arrive pas si souvent que ça dans les lectures que je peux faire. C'est un signe de qualité à mon avis, en tout cas de qualité descriptive, de qualité d'écriture. Kiya en plus est une héroïne, un personnage très 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 attachant, mais qui est aussi très complexe. Comme elle grandit seule, en marge de la société, forcément pour les habitants de la ville, elle est forcément liée au meurtre qui a lieu et c'est forcément elle la coupable. C'est la coupable idéale, la coupable désignée, parce que c'est la sauvageonne qui vit au cœur du marais, c'est la vermine, c'est la fille du marais, elle est baptisée comme ça d'ailleurs. Donc forcément, quand il y a quelque chose d'horrible qui se passe, c'est de sa faute. Je m'arrêterai là. Mais je peux que vous conseiller de lire ce livre. Si vous ne devez lire qu'un livre dans toute la sélection des livres que je vous présente, c'est celui-là. Et une éducation de Tara Westover, qui là aussi met en avant une héroïne forte. Voilà, ce sont les deux romans que j'ai adorés et que je ne peux que vous conseiller. On reprend avec des graphiques et là je vais vous parler du 4e tome d'un manga que là aussi j'ai emprunté, que j'ai vendu, donc je ne peux pas vous présenter physiquement, mais je vous mettrai comme d'habitude l'illustration de couverture. C'est le 4e tome du manga Signal 100 de Miyatsuki et Kondo. Et là encore je n'ai pas noté l'éditeur. C'est le 4e et dernier tome d'une petite série de mangas qui s'appelle donc Signal 100. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire de ce qui se passe dans ce 4e tome, je vais plutôt essayer de vous placer un petit peu l'intrigue et donc vous parler du début du 1er tome. Mais de façon générale, je suis un petit peu indécise sur ce manga. Parce que d'un côté, j'ai vraiment été embarquée par l'histoire. Je trouve que c'est un page turner, on a envie de tourner les pages, on a envie de savoir le fin mot de l'histoire, ça fonctionne bien. Et en même temps, il y a certains messages qui m'ont un petit peu dérangée et à la fin, les messages dérangeants, j'ai pas l'impression qu'ils soient forcément bien dénoncés. C'est l'histoire d'un professeur dans un collège ou lycée au Japon. Bref, lycée peut-être plutôt quand même. Ce professeur, il est complètement dépassé, débordé et harcelé par une de ses classes. Il subit un harcèlement quotidien de la part de ses élèves et il est au bout. Il est à bout, il en peut plus. Il leur passe un film qu'il a lui-même créé, et c'est un film particulier, c'est un film d'hypnose. Dans ce film, il leur explique qu'il a mis en place 100 actions, et ces 100 actions, si les élèves les font, ils meurent sur le coup. Donc évidemment, il ne va pas leur dire quelles sont ces 100 actions, ça va rester mystérieux. Et forcément, pour corser un petit peu la chose, le professeur se suicide à la fin de ce visionnage, et donc il ne pourra pas leur dévoiler quelles sont les 100 actions qu'ils ne pourront pas faire. Les actions qui peuvent les tuer sont des actions complètement anodines. Ça peut être par exemple boire dans une bouteille d'eau, se gratter la tête, etc. Donc ça va être un huis clos dans cette classe très glauque, très sordide, comme une sorte de battle royale où les élèves vont mourir petit à petit parce qu'il y en a qui vont faire des erreurs, où certains vont manipuler les autres, vont révéler qu'ils ont des secrets, parce que tout n'est pas si linéaire que ça. Il y a pas mal d'élèves qui cachent bien leur jeu et qui savent beaucoup plus qu'ils ne veulent bien le dire au départ. C'est glauque, il y a des passages parfaitement dégueulasses, aussi bien visuellement et encore pire je trouve psychologiquement, c'est assez dur. Et en même temps, cet aspect Battle Royale, il n'en restera qu'un presque, c'est quand même assez addictif et on a envie de tourner les pages, on a envie de savoir comment, qui va s'en sortir, on a envie de connaître le fin mot de l'histoire. Il y a des passages de fanservice, on voit beaucoup de petites culottes, les filles qui se changent dans les vestiaires, donc bon voilà. C'est pas forcément hyper utile à l'intrigue, enfin, en tout cas ça rajoute un petit côté malsain, un petit peu glauque, qui est pas... voilà, qui est un petit peu dérangeant. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous retirez de cette lecture, et surtout de la fin de ce 4e tome, de la fin de cette série, si vous pensez que
ça dénonce bien ce message de harcèlement ou au contraire pas du tout. Voilà, je suis un petit peu sceptique là-dessus aussi parce que finalement les dernières pages, je sais pas si ça dénonce si bien que ça le harcèlement. Je continue avec un autre graphique qui est le deuxième tome de Gagner la guerre de Jeunet et adapté du livre de Jean-Philippe Jaworski. Là aussi j'ai pas noté l'éditeur. Je suis un petit peu déçue en fait, parce que j'avais beaucoup aimé le premier volume de cette BD adaptée, qui adaptait plutôt la nouvelle que l'on peut lire dans le recueil Yanoa Vera de Jean-Philippe Jaworski, et j'avais été convaincue par cette adaptation. Le format nouvelle s'adaptait très bien en une seule BD, en un seul volume, c'était clair, j'aimais bien les dessins, l'histoire, bref, je trouvais que c'était une plongée dans l'univers de Jaworski qui était très bien menée, c'était super. Là, ce deuxième volume qui correspond en fait au début du roman Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, gros pavé que je n'ai pas encore lu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler, j'ai trouvé que c'était moins réussi. J'ai trouvé que c'était peut-être trop introductif, on ne sait pas trop où on va, et j'en retiens pas grand chose. Finalement, quelques semaines après ma lecture, j'ai quasiment aucun souvenir. Après, je tempère ça en disant que je l'ai lu au moment où c'était vraiment les derniers jours de préparation du déménagement, on faisait les cartons, etc. Donc j'avais peut-être pas la tête vraiment à ça, j'étais pas hyper concentrée, ce qui fait que ça a peut-être joué aussi dans mon appréciation de lecture. Dites-moi si vous avez un avis sur la question, moi je reste sur un gros flou total et pas une impression de déception quand même. On reprend avec un roman, cette fois plus jeunesse et plus imaginaire, puisqu'il s'agit de Zoomancie de Adrien Thomas aux éditions Lins. C'est un one-shot, c'est à signaler, c'est quand même assez rare dans les publications imaginaires, donc ça c'est plutôt cool, c'est un point positif. C'est plutôt young adulte, puisque les héros qu'on va suivre sont quand même pas des adolescents, mais voilà, ils sont pas très vieux, ils sont jeunes adultes. On est dans un monde plutôt futuriste, il y a eu une catastrophe écologique, et on suit trois personnages différents à travers trois sortes de chapitres différents. Le premier personnage qu'on découvre est une jeune fille qui s'appelle Justine, je crois, qui elle vit à Paris, dans un Paris qui a été pratiquement inondé. La Seine est très haute et c'est un Paris qui est très gris. Les Parisiens sont plus que jamais de mauvaise humeur, ils font tous la gueule, il n'y a plus aucun sentiment positif, plus aucune émotion positive, il n'y a que la colère et le désespoir qui a résisté à ce monde futuriste. Justine, elle travaille dans une réserve installée en dehors de Paris, réserve dans laquelle ont survécu plusieurs espèces d'animaux. Le chapitre s'ouvre sur l'échouage d'une baleine sur les quais de Seine. Et là, les habitants de la ville qui meurent de faim, qui sont en colère, donc une envie, c'est d'aller dépecer la baleine pour pouvoir manger les tonnes de chair animale. Justine, elle, contre vents et marées, alors qu'elle est en danger, qu'elle est face à tous les habitants, tous les Parisiens, elle va faire face et elle va protéger la baleine. Et elle va se rendre compte qu'elle a un lien très fort avec cette baleine, qu'elle arrive à communiquer avec elle. Deuxième chapitre, on va suivre un autre personnage, je sais plus lequel c'est, je pense que c'est celui qui est en Malaisie, qui est baptisé Spider, et lui c'est un hacker. Lui il est pas du tout en contact avec les animaux, il vit H24 dans un petit appartement avec plein d'écrans d'ordinateur, et son boulot c'est de trouver des informations sur des grosses personnalités politiques ou industrielles, des gens pourris qui participent à la destruction de la planète, et de vendre ces informations à des écologistes, des personnes qui vont pouvoir débarrasser de la planète de ces personnes. En fait, il vend ces informations à des tueurs à gages, en gros. On comprend pas trop quel est son lien avec un animal, mais bon, on l'apprendra plus tard. Troisième personnage, qui s'appelle Camille, qui lui est en Afrique, et lui, on voit son lien tout de suite avec les animaux, puisqu'il travaille lui aussi dans une réserve, il est gardien d'une réserve en Afrique, et il est surtout très proche d'une femelle okapi qui est une des dernières représentantes de son espèce. Chacun des trois personnages a un animal totem, on ne sait pas trop pour lequel c'est pour Spider, même si on s'en doute avec son nom, hein, je vous spoil pas trop, mais on ne comprend pas pourquoi ces trois personnages en particulier ont des liens avec ces animaux totems, pourquoi ils vont être liés, comment ils vont être liés.
On sait juste qu'ils vont tous être réunis petit à petit à Paris parce qu'ils sont tous plus ou moins poursuivis par une organisation qui leur veut du mal. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, ça va être la découverte, les révélations au fil des pages. Comme c'est young adulte, c'est plutôt très rythmé, on s'ennuie pas une seule seconde, les actions se multiplient, les chapitres sont courts, on a une alternance de chapitres, une alternance de personnages, donc voilà, on s'ennuie pas. Après, ça a aussi le défaut des livres young adulte et de ce côté très rythmé, de cette alternance des personnages, c'est qu'on s'attache pas forcément à eux et que c'est un petit peu trop en surface. Après, j'ai bien aimé quand même le message écologique proposé par Adrian Thomas, qui a lui-même travaillé auprès d'animaux puisqu'il était zoologiste. On sent bien cette connaissance du milieu animalier et cet amour pour les animaux. Voilà, donc ça c'est très très cool. J'ai bien aimé la théorie qu'il met en place et sans vouloir vous spoiler, il y a quand même un côté très 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 actuel avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez envie de lire des livres qui peuvent vous rappeler ce qu'on vit en ce moment, voilà, ça peut être une idée de lecture. Dernier titre, je me dépêche puisque je n'ai quasiment plus de batterie sur mon appareil photo. Il s'agit d'un titre graphique, L'Internet de la haine, écrit et illustré par Nieminem et Veko, qui sont deux femmes, journalistes ou illustratrices finlandaises. Voilà, c'est un titre graphique qui n'est pas une BD de fiction, mais qui est une BD documentaire, qui met en avant le harcèlement sur internet, sur les réseaux sociaux, et notamment le harcèlement que vivent les femmes et les minorités. Donc c'est une BD qui est très documentée puisque la journaliste a fait une enquête dans son pays, en Finlande, et dans d'autres pays. Elle élargit un petit peu son propos. C'est plein de statistiques, de chiffres, de témoignages surtout, donc c'est hyper intéressant, on apprend beaucoup de choses. Ça a un côté à la fois rassurant parce qu'on se rend compte que on est toutes plus ou moins à dire qu'on a vécu des épisodes de harcèlement plus ou moins graves. Alors rassurant parce qu'on se sent moins seul, mais pas rassurant du tout, justement parce que c'est tellement fréquent que ça fait peur. Mais justement, cette BD se veut instructive dans le sens où elle nous donne plein d'exemples, plein de témoignages qui nous font nous sentir un petit peu moins seuls, et en même temps elle nous donne un petit peu des clés de réponse à ces agresseurs, à ces harceleurs, des postures à avoir peut-être, des pistes de réflexion sur comment réagir, etc. Donc c'est assez instructif. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je pense que c'est à découvrir. C'est un sujet important et qui sera de plus en plus important au fil des années puisque le virtuel prend de plus en plus de place dans nos vies, faut pas se leurrer. J'ai beaucoup aimé les illustrations. C'est pas du tout sous la forme de planches et de vignettes comme dans une BD traditionnelle, c'est plus étalé en pleine page, il y a des illustrations, des écritures, des chiffres un petit peu partout et donc on en prend un petit peu plein la vue. J'ai bien aimé cet aspect très, pas fouillis parce que tout est bien étudié et que tout a sa place et rien n'est posé là au hasard, mais qu'il y ait beaucoup d'informations un petit peu partout, que ce soit très coloré, voilà. Visuellement on en prend plein les yeux et j'ai beaucoup aimé cet aspect là. Conclusion, j'espère que vous aurez trouvé de nouvelles idées de lecture dans ce gros update lecture. Je vous annonce que nous sommes le 23 avril, que vous aurez cette vidéo certainement le dimanche à la fin de cette semaine, je ne sais pas combien on sera, que la prochaine vidéo update sera consacrée à mes lectures du mois de mars et j'espère que ça arrivera très bientôt et qu'ensuite j'essaierai d'avoir un rythme d'une vidéo update lecture par mois, une sorte de bilan de mes lectures du mois. Ma prochaine vidéo sera une vidéo pour vous présenter le mois de la fantaisie et pour vous faire choisir mes lectures pendant ce mois de la fantaisie. C'est une vidéo que j'avais mis en place l'année dernière, que vous aviez beaucoup aimé, que j'aime beaucoup faire. Sur le principe du Wild Pal, vous choisissez un petit peu mes lectures dans une petite pile à lire que je vous constitue. J'aime beaucoup faire ça, vous aimez beaucoup, donc c'est parti, je vous refais ça pour le mois de la fantaisie au mois de mai. C'est la prochaine vidéo que vous aurez sur cette chaîne et j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous participerez un petit peu au vote. Je vous souhaite de très belles lectures, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Surtout prenez soin de vous et évadez-vous grâce au livre. Salut et à bientôt. Merci.